reproche d'ailleurs aux intellectuels et aux hommes politiques de ne pas beaucoup produire. Alors nous nous sommes enfermés pendant quelques jours pour essayer d'écrire. Ce qu'il y a dans le livre, comme l'a dit Maître tout à l'heure, nous avons essayé de donner à ce livre-là un contenu scientifique. C'est vrai, il y a quelques aspects du livre où j'ai laissé libre cours à mon appréciation. Mais l'essentiel du livre, la méthode qui a été utilisée, c'est de documenter le livre à travers des références que tout le monde peut avoir et confronter par rapport à ce qu'on a écrit dans le livre. Parce que le régime pétrolier, quand même, c'est des textes. Ça commence par la Constitution elle-même, j'y reviendrai. Ensuite, c'est un texte de loi, j'ai parlé tout à l'heure du Code. C'est un ensemble de documents réglementaires, notamment les décrets d'application. Ensuite, des documents conventionnels ou contractuels, les fameux contrats de recherche et de partage de production, mais également tous les arrêtés que le ministre des Mines peut prendre pour la prorogation, la résiliation, la reconduction. C'est un ensemble d'éléments. Bien que l'État du Sénégal, jusqu'à présent, le gouvernement résigne à publier l'intégralité des documents. Nous avons pu nous en procurer certains, beaucoup en tout cas, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore produits. L'autre jour à l'Assemblée nationale, j'ai interpellé le ministre du Pétrole sur le fameux contrat Total, qui n'est jusqu'à présent pas publié. Au nom de quoi? Je l'ai interpellé. Et à ma grande surprise, sa réponse était de dire, passez à mon bureau, on va discuter. Bon, j'ai dit, après l'invitation de prendre un café du Premier ministre, maintenant, nous n'avons pas, ce n'est pas nécessaire de passer à son bureau parce que les articles 17 et 34 du Code pétrolier font obligation au gouvernement de publier au journal officiel systématiquement ces documents-là. Pourquoi, s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi font-ils une rétention par rapport à ces documents-là? S'y ajoute qu'aujourd'hui, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. L'article 25.1 de la Constitution, qu'ils ont soumis il y a quelque temps, parce qu'avant, en dehors peut-être du préambule de la Constitution qui renvoyait à la Charte africaine des droits de l'homme, il n'y avait pas une disposition expresse qui réglait ces questions-là. Il n'y avait que l'article 4 du Code pétrolier qui disait simplement que l'État exerce sur l'ensemble du territoire de la République du Sénégal des droits souverains aux fins de la prospection, de la recherche, de l'exploitation et du transport des hydrocarbures. Mais depuis le référendum, l'article 25.1 de la Constitution dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. C'est une évolution extrêmement importante parce que c'est la hiérarchie des normes, la norme suprême, la Constitution qui reconnaît la souveraineté du peuple sénégalais et qui donne simplement à l'État un pouvoir de gestion, mais dans le sens de l'intérêt du peuple sénégalais. Et à partir de ce moment, le débat doit être permanent sur la gestion de ces ressources-là. Le ministre Etienne Alassane Sall a posé tout à l'heure un débat. Quel empressement y avait-il à signer tous ces contrats-là? Puisque nous savions tous que le Code de 1998 avait été voté sous le sceau de l'incitation, de l'attractivité, et donc a conféré des avantages exorbitants aux entreprises pour qu'elles viennent investir. Mais à partir du moment où on a dit qu'on a découvert du gaz de bonne qualité au nord et du pétrole de bonne qualité à Sangomar, la sagesse aurait voulu qu'on s'arrête, qu'on revise d'abord ce code-là pour le rendre beaucoup